Bonjour tout le monde. Bienvenue à ma chronique BD pour ce vendredi. Je ne sais plus lequel. Je vais commencer à calculer le nombre. Je crois que nous rendons à la 10e ou la 11e pour l'année 2018. Je vous rappelle à tous, pour les gens qui me regardent pour la première fois, le concept de mes chroniques. Alors, je parle de BD, majoritairement de BD, quelquefois de romans, qui sont tous disponibles à la bibliothèque François Hertel au Cégep de la Pocatière, dans la bibliothèque dans laquelle je travaille. Et bien entendu, ces BD-là sont tous disponibles pour consultation ou pour emprunter. Alors, et j'espère sont disponibles également dans vos bibliothèques proches de chez vous. Majoritairement, je parle de BD parce que c'est ma passion, mais ça arrive quelquefois que je parle un peu de romans. Et puis, c'est en direct. Alors, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de petit écran qui va apparaître partout. Ce n'est que moi et vous. Et comme c'est en direct, je vais répondre à vos questions, vos salutations, vos commentaires, vos suggestions en direct. Alors, quelquefois, ça peut paraître confus, mais c'est le concept de mes BD. Alors, je vous remercie les gens qui m'écoutent et qui me partagent ou aiment mes trucs. Puis, c'est très, très apprécié. Alors, il y a mon ami Yann qui me dit salut. Alors, salut Yann. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me parler, si vous voulez commenter les BD des BD dont je parle, allez-y, ça va me faire un immense plaisir. Alors, petite chronique aujourd'hui, je vais parler de mes 2 dernières lectures, alors de BD. Merci pour le lien de Alix Sénator en latin. Oui, effectivement, Alix Sénator, qui est une merveilleuse série qui est écrite par Valérie Madjan au scénario, et puis ils ont décidé de la sortir en version latin. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent à ce style-là. Puis, c'est intéressant. Puis, il n'y en a pas des tonnes. Alors, quand il y en a qui sortent, on essaie de passer l'information. 2 BD aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Tango. La première BD que j'ai lue, c'est aux éditions Le Lombard. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Et Bug de Enki Bilal. Alors, ça va être mes 2 petites BD. Puis je vais aussi vous présenter quelques nouveautés que j'ai reçues à la bibliothèque. Puis, quelques trucs aussi que j'ai reçus de la part de la diffusion que je vais chroniquer dans les prochaines semaines. Alors, commençons tout de suite. Il y a mon ami Simon qui me dit salut. Alors, salut mon ami Simon. Alors, Tango, juste ici, c'est publié au Lombard et c'est écrit par Mads. Mads, c'est son nom d'artiste. En fait, son vrai nom, c'est Alexis Nolan. Alors, et puis, c'est dessiné par Philippe Xavier. Alors, qui est Mads, qui est Philippe Xavier? Bon, Philippe Xavier, c'est un dessinateur qui nous a donné récemment, je peux vous le montrer, où sont-ils? Ils sont cachés ici. Très récemment, il nous a donné la merveilleuse série Hiver 1709, juste ici. Alors, magnifique couverture, hein? C'est vraiment une très, très belle série. C'est une courte série de 2. Alors, c'est super beau. Et puis, tout le contraste. Il nous avait également donné Croisade et Conquistador, que je n'ai pas à la bibliothèque, mais c'est sur ma liste. Alors, très, très, très bon dessinateur. Petit style réaliste, beaucoup de détails. Alors, je vais vous en parler un peu plus en profondeur dans mon analyse. Et puis, Mads, on le connaît entre autres pour Le Tueur. Hein, ça, j'en avais déjà parlé beaucoup du Tueur. Alors, ça, c'est fait avec Luc Jacamon. Alors, Mads, c'est un scénariste assez prolifique. Alors, ça avait été extraordinaire pour moi. Ça avait été une grosse lecture. Et puis, je pense que Mads, il fait quand même honneur à sa réputation avec cette nouvelle BD-là. Alors, de quoi ça parle? Tango. John Tango se croit à l'abri, dans son coin perdu de la cordillère des Andes. Il a refait sa vie, mais là, comme ailleurs, tout le monde a ses secrets. Quand des hommes armés viennent agresser ses voisins et amis, Tango intervient et déclenche une succession d'événements imprévisibles. Après tout, 4 ans de tranquillité, c'est déjà pas mal. C'est une histoire quand même assez classique. Je vous explique un peu la situation. Alors, on a un personnage un peu taciturne, un peu seul, très mystérieux, qui vit dans le désert bolivien, dans la cordillère des Andes. On ne sait pas trop son passé. Bien entendu qu'il détonne par rapport à la population locale, mais il vit tranquillement et il veut cette tranquillité-là. Et du jour au lendemain, il va y avoir des hommes qui vont arriver puis attaquer son voisin. Alors, et là, on se rend compte que Tango a quand même des capacités de combat assez évoluées. Et il va aider son voisin à se débarrasser de
malfaiteur-là. Et parallèlement à ça, il va arriver en même temps. Dans le fond, il y a comme 3 histoires qui sont imbibées à l'intérieur une à l'intérieur de l'autre. On a cette histoire-là d'attaque. On a également un détective privé qui arrive dans ce village-là, on ne sait pas trop pourquoi au début. Et on va avoir un autre groupe de personnes qui va arriver dans ce même village-là. Alors, 3 événements qui ne sont pas liés ensemble, dont 2 qui sont liés ensemble, mais un qui est complètement différent. Alors, on va se rendre compte que le voisin de Tango était un ancien kidnappeur d'enfants. Et le jeune garçon qu'on voit ici, juste ici, n'est pas son enfant, malgré le fait qu'il lui a dit toujours que c'était son père. Et puis, la gang qui va venir essayer de récupérer cet enfant-là, ont été engagés par les parents. Et le détective privé également a été engagé par les parents pour récupérer cet enfant-là. Et l'autre partie de l'histoire, c'est l'ancienne bande à Tango, parce qu'on va se rendre compte que M. Tango on ne sait pas trop son passé. Tout ce qu'on sait, c'est vraiment que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bateaux, il aimait beaucoup faire de la voile et tout ça. Au jour et le lendemain, il y a une petite bagarre avec quelqu'un. Malheureusement, ça a mal tourné. Il a été pris dans une spirale criminelle où il a commencé à transporter des documents, de l'argent, de la drogue pour les barons de la drogue. Et puis, il va être impliqué là-dedans. Et du jour au lendemain, ce baron-là va être capturé par la police et va être tué. Et il va décider de garder l'argent qui est en transit pour lui-même et de disparaître. Alors, on ne sait pas le passé de Tango. Où est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a ces capacités de se défendre là? Parce que c'est quelqu'un qui physiquement est très habile, très agile. On sait qu'il est capable de se défendre. Très agile avec les armes également. Alors, on ne sait pas ce passé-là. On ne le connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la bande qui va venir le chercher, son ancien ami fait partie de cette bande-là. Elle l'avait averti d'ailleurs au moment où il a décidé de quitter. Si tu quittes, on va te retrouver. Même si le patron est mort, il y a des gens au-dessus de ce patron-là qui vont vouloir récupérer l'argent, mais il a quand même pris le risque de quitter. Alors, tout tourne autour de ça. Mais c'est également une BD qui tourne autour de l'ambiance. Parce que c'est une BD qui nous amène vraiment dans ce désert, qui nous présente des beaux personnages, beaux et belles, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont très, très bien dessinés par Xavier. Et ce personnage-là qui est un peu atypique, qui va vraiment tourner dans cette histoire-là. J'ai adoré ça. J'ai pas trouvé que ça révolutionnait la BD. J'ai trouvé que le scénario de Mads ressemble beaucoup à ce que j'avais lu au niveau du tueur. C'est un scénario qui va vraiment être à la 3e personne. Alors, Tango va se parler à lui-même, un peu comme le tueur faisait beaucoup dans sa BD. C'est un personnage, encore une fois, c'est un numéro qui met les bases à la série. C'est un numéro vraiment d'introduction. Alors, on sait qu'il va y avoir une suite, probablement. Je sais que le tome 2 est en train de se faire écrire. Ça va faire dessiner également en construction. Alors, j'ai l'impression qu'on va vraiment y aller dans plusieurs tomes, plusieurs numéros dans cette série-là. Alors, c'est un numéro d'introduction qui nous amène un personnage quand même très bien défini au niveau psychologique, tant au niveau du dessin, tant au niveau du scénario. Et on nous amène également des personnages secondaires qui viennent se greffer à ce personnage-là, qui vont être excessivement importants, probablement dans les autres tomes. Alors, ça va vraiment se former son cercle où on va poursuivre les aventures de Tango, parce que c'est clair que quand ça se termine, oui, il réussit encore une fois à s'enfuir, mais les barons de la drogue ne le lâcheront pas. C'est sûr et certain qu'ils vont vouloir avoir cet argent-là. Alors, est-ce qu'il va être capable de fuir comme ça toute sa vie, ou il va être obligé d'aller au-delà de ses problèmes pour les régler? Et d'où vient toute cette capacité-là de Tango? Il y a beaucoup de questions sans réponse dans cette merveilleuse BD-là. C'est publié chez Le Lombard. Je vais vous montrer quelques planches. Déjà, la page couverture que je trouve extraordinaire. Ça fait contraste parce que Xavier nous avait donné en 1709 des dessins qui étaient très, 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 très froids parce que ça se passait dans un univers glacial au niveau de la France. Et là, on tombe vraiment dans le typique désert bolivien, chaleur, intensité. On crève de chaud en regardant cette BD-là. On n'a vraiment pas envie d'être là.
C'est désertique, c'est complètement perdu. Très, très belle, très beau dessin. Moi, personnellement, j'ai trouvé. Très bien dessiné au niveau de l'ambiance, au niveau des décors, au niveau des émotions aussi. Alors, c'est un style qui est quand même réaliste. Je vais essayer de vous présenter quelques scènes au niveau des personnages. Alors, quand je vous disais qu'on avait des beaux et des belles personnes, hein, on voit vraiment ça coule. La mise en scène est bien faite. On n'a pas de problème de lecture. Ça roule très bien. On n'a aucun problème à suivre l'histoire. Hein? C'est vraiment une belle BD. J'aime bien ça. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a un petit côté violent, bien entendu. C'est correct, ça fait partie de la game. On sait que Tango a ce petit passé-là. Alors, je trouve que c'est une bonne mise en bouche pour la série. Je retrouve, oh, mon ami Trappeur, mon ami Sam. Bonjour, mon ami Sam. Je trouve qu'on retrouve la force de Maz, qui est de prendre un personnage puis de vraiment de nous mettre en introspection puis de rentrer dans sa tête. On l'a. Et Xavier, ben, il continue son immense travail au niveau du dessin que j'adore, au niveau de l'action, au niveau des décors. J'adore ça. Un gros pouce en l'air pour la coloration de M. Jean-Jacques Chagnon. On n'en parle jamais beaucoup de la coloration, mais quand la première planche d'une BD, c'est ça, là. Je veux dire, ça frappe, là. Je veux dire, le dessin est magnifique, mais c'est aussi la coloration. La couleur qui vient nous chercher, les couleurs vraiment là, de désert et tout ça. Il y a une planche en particulier là, que je vais essayer de vous trouver parce que ça vaut vraiment la peine. De toute façon, on est ensemble, on se parle. On est heureux. Je vais essayer de vous la trouver. C'est vraiment magnifique. Juste ici, là. Wow! Là, c'est ce désert de sel. C'est vraiment sublime. Vraiment très beau. Le lac de sel. Une très belle planche ici. Avec l'action. Très cinématographique également. Ça roule tout seul. On n'a pas de problème de lecture. Alors, Tango au Lombard. Très belle BD. Une belle mise en bouche. J'ai très hâte à la prochain numéro. Alors, allons voir qu'est-ce que Maz et qu'est-ce que Xavier vont faire. Alors, je sais qu'il est en train de se faire. J'ai très hâte. Donc, deuxième BD. J'en ai parlé un peu. J'avais fait un statut. Je n'avais pas beaucoup parlé. Je disais que j'étais en train de le lire. Alors, et j'ai terminé. Le format assez grand, mais en valeur, c'est grand espace. Oui, c'est ça. Ben là, on a un format vraiment franco-belge, hein, Sam. Alors, on a vraiment le format là, album. Tandis que Bud, on a un format plus comique. Alors, comique hardcover. Alors, c'est un format plus petit. C'est rare chez Bilal. Je pense que c'est la première fois vraiment qu'on a ce genre de format-là chez Bilal. Habituellement, Bilal, c'est quelqu'un qui travaille en album, qui aime beaucoup les grandes planches. Il aime vraiment s'éclater au niveau dessin. Alors, ici, on a vraiment un petit format. Chez Casterman, c'est le livre 1. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce format-là, mais ça se lit bien. Moi, j'ai eu besoin de lunettes pour la lire parce qu'il y a quand même des places où c'est écrit assez petit. Alors, pour les vieux stocks comme moi là, qui commencent à perdre la vue, c'est quand même... ça m'a pris des loupes. Alors, bug, définition. En français, se dit d'un défaut affectant un programme informatique et en anglais, se dit un insecte d'une bestiole et d'un virus. En 41, la Terre est confrontée brutalement et simultanément aux deux. Un homme seul se retrouve dans la tourmente convoitée par tous les autres. C'est quoi le pitch de Bilal? Bilal, on le connaît, ben, la majorité du monde le connaît. Il a fait énormément de trucs. C'est un très grand artiste au niveau de la BD. Pour vous nommer un peu, on parle bien entendu de la trilogie Nicopole qui a été mise au cinéma aussi, je crois. Oui, c'est la Force aux Immortels qui a été adaptée. En tout cas, la trilogie Nicopole, on parle de la tétralogie du monstre, on parle de la partie de chasse. Sa trilogie Coup de sang que j'ai amenée ici, qui est la plus récente, là, juste ici. Alors, ça, c'est sa dernière trilogie qu'il a écrit. C'est un style particulier. Je vous mentirai pas que Enki Bilal, il y a pas beaucoup de zones grises dans les gens qui le suivent. Soit on aime ou soit on n'aime pas.
Il joue beaucoup avec les couleurs monochromes, beaucoup de bleu récemment. Il joue beaucoup avec ça. C'est avant tout un très grand dessinateur, un artiste chevronné qui fait beaucoup de peinture également. Il donne beaucoup d'émotions par ses dessins, mais encore là, je vous l'ai dit, c'est un style particulier. Hein? Faut l'aimer. Moi, c'est quelqu'un que j'adore, tant au niveau scénario qu'au niveau dessin. J'ai toujours trouvé que il poussait vraiment à la limite le transhumanisme à son maximum. Alors, c'est quelqu'un qui aime beaucoup également parler des nouvelles technologies, qui aime beaucoup parler de la fusion entre ces technologies et l'humain. Alors, très actuel. Et Bug, je pense que c'est vraiment hyper actuel. Alors, je vous résume un peu l'histoire. On est en 2041, c'est l'hyper-numérisation partout dans le monde. Alors, tout le monde est branché, tout le monde est sur ses écrans. C'est de l'anticipation, mais en même temps, c'est un peu de la dystopie. Mais c'est de prendre notre société aujourd'hui et nos problèmes, puis vraiment de les pousser aux extrêmes. Et du jour au lendemain, tous les données numériques disparaissent. Alors, tous les codes, tous les trucs qui font marcher le numérique n'existent plus. Il y a encore un réseau, il y a encore des cellulaires et tout ça, mais tout le numérique disparaît. Et comme 99% de la population sont branchés sur ce numérique-là, c'est la catastrophe. Hein, les avions qui se conduisent seuls maintenant avec les ordinateurs, ça se crache. Les hôpitaux qui n'ont plus de médecins, mais qui sont carrément tout contrôlés par le numérique, ne soignent plus les patients meurent. Les gens qui ont des implants numériques, des implants à l'intérieur de eux, comme les cœurs artificiels, ainsi de suite, tous ces gens-là décèdent. Comme la plupart des gens sont branchés sur leur téléphone, sur leur tablette et tout ça, 24 heures sur 24, ils ne se souviennent plus de rien, ils ne se souviennent plus du passé, comment ça se fonctionnait. Il n'y a plus de gens qui sont capables de soigner les autres parce que les vieux médecins sont rendus à bout d'âge. Il n'y a plus personne qui est capable d'écrire physiquement parce que il n'y a plus de correcteur automatique dont les gens n'ont plus cette mémoire-là. Alors, toute la mémoire de l'humanité est vraiment numérisée et disparaît. Pouf! Du jour au lendemain. C'est la cata. Je vais vous jurer, là, c'est l'apocalypse, là. C'est clairement tant l'apocalypse au niveau des personnes qu'au niveau de la destruction des villes et tout ça. Et à l'intérieur de ça, on a un personnage qui va, lui, apparaître dans l'espace, qui va revenir d'une mission. Et ce personnage-là, il va avoir la mémoire numérique à l'intérieur de lui. On ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a un bug à l'intérieur de son cerveau, un petit bug minuscule, avec un mélange de biomécanique. C'est pas encore tout à fait clair. Et on ne sait pas trop non plus si il a pris ça lors de sa mission sur Mars. On ne sait pas non plus si c'est contagieux. On sait qu'il y a une tache bleue qui va grandir tout au long de la BD. Et on va se rendre compte que cette personne-là, ce personnage-là, a tous les connaissances de tous les gens. Alors, il n'y a pas besoin de se brancher. Il les a. Il dit, salut mon beau barbu. Ouais, mais la barbe, elle s'en va bientôt, là. Je suis plus capable. Alors, une journée ou deux, puis c'est fini. Alors, oui, salut mon cher Stéphane. Et, c'est sûr que cette personne-là qui possède tous les données numériques qui ont disparu, va devenir extrêmement importante. Tout le monde le veut. Tous les gouvernements le veulent. Alors, tous les mouvements d'anarchistes le veulent. Alors, il va vraiment être la pierre angulaire de toute cette histoire-là. Et puis, ça va tout tourner autour de ça. Alors, encore une fois, c'est du Bilal. Ça pousse à l'extrême. On a ici une réflexion sur notre dépendance, notre hyper-dépendance au niveau technologique. On a une réflexion, mais on tombe pas dans la moralité, on tombe pas dans le jugement de valeur. On tombe vraiment dans le divertissement, mais avec une prise de conscience. Alors, Bilal vient nous parler de cette crainte-là de voir toutes nos données effacées.
Et ça tombe bien parce qu'on est présentement dans une problématique de données avec le Cambridge Society Facebook qui a vendu des données, qui aurait vendu nos données à cette compagnie-là pour faire du ciblage pour la fameuse campagne de Trump. Alors, on voit que c'est très actuel. Bilal parle vraiment d'un truc qu'on est en train de vivre. On le voit, il y a de plus en plus de gens qui sont dépendants de la technologie, de plus en plus de gens qui sont branchés sur la technologie. Moi, le premier, je commencerai pas à faire des jugements ici. Et puis, on pousse cette idée-là à l'extrême. Qu'est-ce qui arriverait si du jour au lendemain, cette technologie-là disparaîtrait? Hein, on perd le courant pendant 2 heures, puis on capote, on vire fou, on sait pas quoi faire. Et puis, le savoir commence peu à peu à disparaître. Toute cette expérience-là, on la passe moins à nos enfants, on la passe moins aux êtres qui nous sont chers. On se fie tout le temps sur le numérique pour s'en rappeler. On a tendance tout à aller chercher maintenant avec le numérique. Alors, le bouche à oreille et tout ça, ça commence à disparaître. Alors, on prend ça, on pousse ça à l'extrême, puis ça donne bug. Bang! C'est une BD vraiment coup de poing pour moi. J'ai adoré ça. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre dépendance technologique. Et puis, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur l'anticipation de notre société. Qu'est-ce qui arrivait si du jour au lendemain, ça arrive? Alors, est-ce qu'on va vraiment tomber dans l'apocalypse comme ça? Je pourrais pas dire parce qu'on on n'est pas rendu là. Mais c'est vraiment, ça fait réfléchir. Une BD, évidemment, qui fait réfléchir, mais c'est également très divertissant. J'ai trouvé que c'était, contrairement à ces autres BD, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à lire au niveau au niveau dessin. Il y a moins, il se perd moins dans ses idées, parce que des fois, Bilal, il se perd dans ses idées, il met un peu n'importe quoi, puis ça fait que ça tourne, ça fait une histoire, mais c'est pas toujours évident à lire. Ici, on a une BD qui est, selon moi, beaucoup plus grand public, qui est beaucoup plus facile à concevoir et qui parle d'un sujet qui est beaucoup plus actuel que ces autres sujets. Il les pousse moins. Alors, je trouve que c'est vraiment super beau. Je suis content parce que Enki Bilal, on le voit pas souvent. Il fait pas de la BD souvent non plus. Il sort pas un album par année, mais c'est le fun de le voir en forme comme ça. Moi, j'ai trouvé que il était vraiment en forme. Il nous a vraiment donné une belle BD, il nous a donné vraiment quelque chose de bien, dans un format un peu différent. Qu'est-ce que ça donne comme dessin? Ben là, je vous le répète. Hein, Bilal, c'est un style particulier. Hein? Un style qui est réaliste, mais en même temps qui joue pas beaucoup sur les décors. C'est difficile à dire comme style. C'est très difficile à décrire comme style. Hein? C'est de la science-fiction, bien entendu, parce que ça se passe en 2041. Je sais que ma caméra est super mauvaise. Je vais essayer de vous montrer quelques planches en particulier qui sont sublimes. Attendez-moi un instant. Parce qu'on roule vraiment là dans la ville, très, 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 très beaucoup de petits détails, beaucoup de minutie dans ces planches-là. Hein? On va jouer beaucoup sur les personnages, encore une fois sur les décors. La couleur, hein, c'est propre à Bilal. Là, par contre, on est moins dans le style monochrome. On est vraiment plus dans le style... on met plus de couleurs que de son habitude. Hein? Sublime. Encore une fois, on va parler de transhumanisme, ce qui est un des sujets particulièrement qui est particulier à Bilal, qui le touche beaucoup. Alors, ça j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Alors, il n'y a pas de personne qui peut corriger parce qu'il n'y a plus de correcteur automatique. Alors, les gens ne savent plus écrire. Alors, ici, on a vraiment des petits journaux parce que là, il n'y a plus de journaux. Il n'y a plus de journaux numériques. Alors, les gens, il faut réellement qu'ils s'informent. Alors, on est redevenu sur des journaux papier. Mais vu que les gens ne savent plus écrire, alors on tombe vraiment sur des articles de journal où c'est bourré de fautes d'orthographe. C'est vraiment très, très drôle parce que les gens qui suivent un peu Facebook sachent maintenant que malheureusement, de moins en moins de monde savent écrire. C'est plate. Je ne veux pas être méchant, mais c'est une triste réalité. C'est une triste réalité que les gouvernements d'aujourd'hui ne semblent pas prendre compte. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit côté-là, ce petit côté
venir se foutre de notre gueule un peu, là. Puis c'est vraiment sublime. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais essayer de le montrer. L'autre est plus évident. La première phrase, c'est clairement une boutade là, à cette nouvelle génération-là. Là. Le quotidien des derniers geeks qui emmerdent ceux qui leur reprochent les fautes d'orthographe. Hein? Alors, Stéphane, je suis pas mal sûr, mon ami Stéphane, que tu dois aimer ça. C'est dans ton style. Mais c'est ça pareil. Je veux dire, si on enlève les correcteurs automatiques, maintenant, il y a de moins en moins de monde qui ont le réflexe de prendre une bécherelle, un dictionnaire, puis de prendre le temps de corriger. Alors, il y a mon ami Christian qui m'a dit « Merci pour cette chronique avec barbe. » Pour ceux qui peuvent venir à Salon de Trois-Rivières, ouais, c'est vrai, Trois-Rivières, Salon du livre de Trois-Rivières, Salon du livre de Québec qui s'en vient bientôt également avec le festival BD. Alors, il y a McAfee et Anna Smithy de Michel Viau et de Ghislain Duguay qui vont être là j'en ai parlé, j'en reparlerai pas de cette BD-là. Alors, qui vont être là en dédicace. Alors, très, très belle BD. Si vous avez la chance de vous procurer Bug, allez-y. C'est très actuel. Ça fait peur un peu parce que c'est d'anticipation excellente, encore une fois, au niveau du dessin. Bilal, c'est comme ça. Beaucoup plus, je vous dirais, accessible pour le grand public, cette BD-là de Bilal, que exemple, sa dernière trilogie, là, selon moi, là, qui est plus pour les fans de Bilal en tant que tel, parce que je vous l'ai dit, c'est pas toujours accessible, puis il n'y a pas beaucoup de zones grises. Alors, je sais que moi, j'adore Bilal, mais je sais qu'il y en a d'autres qui me disent qu'ils sont pas capables de le lire parce qu'ils comprennent pas l'univers de Bilal. Mais je pense que l'univers de Bilal, c'est pas de le comprendre, c'est de rentrer dans son univers puis de se laisser guider par lui, puis de profiter de cet univers-là, puis de se laisser imprégner par la beauté des images de Bilal. La bande dessinée n'est pas que des dessins, mais c'est également des dessins. Ça fait partie de la game. Alors, moi, j'ai énormément aimé ça, cette petite BD de Bilal. Quelques nouveautés que nous avons reçues à la bibliothèque. Si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez pas. Dans la combine de Thomas Pesquin de Marion Montagne, c'est aux éditions d'Argo. Juste ici, ça vient tout juste de rentrer. Astronaute, si ça, c'est pas un métier qui épate la galerie, que l'on rêve d'en être un ou que l'on fasse une poussée d'eczéma, rien qu'en voyant le fusée décoller à la télé, nous aurions tous 1001 questions à poser à un astronaute. Pourquoi lui? Comment ça prépare-t-il? A-t-il peur? Que pense sa famille? Pourquoi fait-il ça? En a-t-il l'étoffe? À travers les 7 ans d'entraînement de Thomas Pesquin, venez entrer dans le monde de ces hommes et ces femmes dont le bureau est une station spatiale. Alors moi, ça m'allume. C'est le genre de BD que j'aime. Et puis, des petits comic strips, on dirait là, vraiment des petites planches très rapides. Alors, on explique vraiment tout le principe, le concept. Alors, je ne l'ai pas lu, je viens de le recevoir. Alors, c'est une très, très belle BD. Alors, très heureux d'avoir ça. Une longue canicule juste ici. Alors, j'ai compris que je ne pourrais jamais le retenir. Je me suis mis à le maudire. J'ai vite su que je voudrais partir de là, quitter la mer avant qu'elle ne m'avale moi aussi. Alors, c'est chez Mécanique Générale qui font la très belle BD d'auteur. Alors, j'ai vraiment hâte. Ça, c'est Anne Villeneuve. Alors, une belle BD également qui vient juste de paraître. Ben, ça fait quand même un bout qui s'est apparu, mais qui vient d'arriver à la bibliothèque. Ben, c'est en 2016 ou 2017. Là. J'ai pas toutes les infos avec moi. 2017. Alors, j'ai énormément hâte de lire ça. Alors, je vous l'ai dit, hein, je parle souvent beaucoup de BD de genre parce que c'est ce qui m'accroche le plus, c'est ce que j'aime le plus parce que ça me permet vraiment de m'évader. Mais j'aime beaucoup la BD d'auteur aussi. Alors, je trouve que c'est important vraiment de bien en parler, les deux. Alors, ça, très hâte. Ça, c'est un petit bijou. Une longue canicule, ça se passe sûrement pas au Québec. Non, mon ami Sylvain, c'est vrai que nous, les canicules, on connaît pas ça. Ben, c'est rare, à tous les cas. Akira, ça, c'est la nouvelle réédition faite par Monsieur Otomo, par Katshiro Otomo lui-même. Alors, ça, c'est le tome 2. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle le Full Scale Action Edition Akira. Alors, c'est la version en noir et blanc d'origine qu'on a eu dans les fameux petits fascicules. Alors là, on retourne vraiment dans
le style d'Akira, le style du manga d'Akira. Alors, ça, c'est vraiment sublime. Et ça, c'est pas très cher, hein. Je veux dire, pour les gens qui voudraient, qui se disent, hey, moi, je veux lire Akira, là, mais je veux pas mettre 14 tomes, là, parce qu'il y a 14 tomes chez Glénat. Mais c'est quand même une BD, là, qui roule autour des, je pense que c'est 20, 25 ou 30 $. Alors, c'est vraiment sublime. Alors, et là, on retourne vraiment le vrai Akira, là, pas la version couleur, la version noir et blanc, lecture originale japonaise. Alors, très, très belle BD. Alors, chez Pau, juste ici. Alors, c'est Titan, et c'est François Vigneault. Alors, ça aussi, c'est vraiment une nouvelle BD. Je ne sais pas de quoi ça parle. Style très particulier, beaucoup de mauve, dessin particulier également. Alors, j'ai beaucoup hâte, ça se dit pas, j'ai hâte de lire cette BD-là. Alors, ça se passe en 2192, alors on a un petit côté futuriste là-dedans. Alors, ça, j'ai vraiment hâte de lire ça. Alors, on a reçu ça à la BD. Titan. Je vais en parler plus quand je vais avoir le temps de le lire. Alors, un de mes Akira, mes séries, manga, films préférés, Canada. Ouais, ben, c'est sûr que c'est un genre de hyper classique. J'ai eu la chance d'avoir quelques trucs que la boîte à diffusion m'a donné pour que je chronique pour le nom du podcast Décrinqué, dont je fais partie. Alors, j'ai 2 chapeaux. Chapeau de technicien de la bibliothèque et puis chapeau de chroniqueur podcast. Alors, j'ai eu quelques BD que je vais prendre le temps de chroniquer intelligemment. Pas ce que je fais ici. Là, ici, je parle de mes émotions, de nouveautés, de ce que je ressens, mais je vais vraiment prendre le temps de bien les lire, bien les chroniquer, ces BD-là, parce que c'est un immense honneur que la boîte de diffusion m'a fait. Et puis, ben, on va commencer par padang, ça ici, Lone Sol. Alors ça, Yves Wolf, c'est un dessinateur réaliste. Alors, je le compare un peu à Herman, c'est dans le même genre que Herman. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de succès avec Durango. Durango, qui est une série de western spaghetti qui est méconnue au Québec, à mon grand regret. On parle beaucoup de Blueberry, on parle beaucoup récemment de Undertaker, mais on a Durango, on a Yves Wolf, et il a également fait Le Prince de la Nuit, cette sublime série sur les vampires. Et puis là, il revient à ses amours, le western, avec Lone Swan. C'est le tome 1. Alors, c'est la piste du prêcheur. Alors, c'est chez Le Lombard, c'est édité chez Le Lombard. Alors, Kansas, janvier 1861. Le prêcheur Markham et sa horde de fanatiques font régner la terreur sur la frontière du Missouri. Un cavalier sans nom les suit à la trace des plaines enneigées de Middle West jusqu'aux ruelles sombres de New York. Sa quête de vengeance et d'identité entraînera le cavalier dans un affrontement dantesque au conflit du surnaturel. Alors, j'ai commencé à le lire, et puis je viens de vous montrer une planche. Rien qu'une autre. Pour vous montrer à quel point Wolf, c'est un immense BDiste, un immense artiste. Alors, juste ici, cette merveilleuse planche-là, ça vous donne un peu l'idée du dessin de Wolf. Je sais que ma caméra n'est pas super, là. Hein, c'est pas évident, là, parce que c'est sombre, là. Un dessin hyper réaliste, un super mise en scène de Wolf, qui a toujours excellé dans la mise en scène de ses personnages. On retrouve un petit côté de Durango pour l'instant, mais j'ai lu que 10 pages environ. C'est sûr que au niveau du dessin, là, on ne peut pas se cacher. Là. Regardez là, l'expression dans les yeux, dans le visage, hein, le découpage également de l'action. Tu sais, je veux dire, c'est du grand Wolf qui revient en force. Il fait le scénario, dessin. Coloration, les couleurs, c'est Julie Wolf qui doit être sa fille. Alors, il faudrait que je vérifie parce qu'honnêtement, je le sais pas. Je connais pas tout non plus. Là. Pour moi, là, c'est la grande BD. Je suis très, très content que Wolf revienne parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient me chercher. Je voulais pas trop en parler. Je le finis. Et puis, je vais probablement faire une chronique sur ça, spécifiquement sur lui, vu que ça nous a été fourni par la boîte de diffusion pour le podcast des Crinqués. Alors, ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi de la boîte de diffusion?
que je vais avoir la chance de pouvoir vous parler de Iris Dei, de Broca et de Tulna, juste ici. Alors, en attendant son Conan, alors on va se taper ça ici. Hein? Et des BD que je connais pas du tout. Alors, Étoilé, hors d'œuvre, juste ici, ça c'est aux éditions Dupuis. Alors, ça c'est nouveau aussi. Alors, j'ai reçu ça. Alors, je vais avoir la possibilité de chroniquer ça. La bande de Milo, juste ici. Alors, ça, c'est des trucs que je vais parler dans mes prochaines BD. Majoritairement, c'est des BD que j'ai reçus en service de presse pour discuter avec vous de tout ça. Mais c'est des BD qui vont se retrouver également disponibles à la bibliothèque. Alors, on va les acheter à la bibliothèque, c'est sûr et certain. Ça va me faire un grand plaisir. Carbone modifié. Je suis en train de préparer un article sur carbone modifié, alors, qui devrait sortir normalement la semaine prochaine. Alors, suivez ça, ça va vraiment être un article. Alors, sur ce merveilleux roman de Cyberpunk de Richard Morgan, qui, ma foi, je dois l'avouer, et là, je sais, ne me tirez pas des roches, messieurs et mesdames, mais je vais être honnête, William Gibson, Neuromancer, c'est comme la référence, c'est le livre canon. C'est un sublime livre de Cyberpunk, mais j'ai mieux aimé Carbone modifié de Richard Morgan que Neuromancer. J'ai plus apprécié cette lecture. J'ai trouvé que peut-être que je suis plus rendu dans le post-cyberpunk que le cyberpunk en tant que tel, mais j'ai trouvé que c'était mieux écrit, que c'était plus dynamique. Mais ça reste que Neuromancer, c'est quand même la base. Et j'ai reçu ce merveilleux petit guide-là, guide de 14-18 en bande dessinée. Alors ça, c'est un petit bijou. Alors ça, c'est aux éditions Petit à Petit. Alors ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de lire ça. Hein? C'est des guides comme ça qui mélangent le côté histoire, le côté BD qui vient nous en apprendre, qui vient nous éduquer. Alors, ça s'appelle DocuBD, juste ici. Alors, 14-18 en BD. Alors, là-dessus, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé ça, un pouce. Si vous n'avez pas aimé ça, un petit bonhomme colère, ça ne me dérange pas. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à participer, à me donner des suggestions de BD. Également, ça va me faire un grand plaisir. Et puis, si vous avez aimé ça, partagez ça. Et puis, on va sûrement se voir au Salon du Livre à Québec. Alors, c'est sûr et certain que je vais essayer d'aller faire un tour. Alors, je ne sais pas si M. Duguay qui m'a dit « Merci Marc, très bonne chronique si vous allez être là ». Alors, c'est certain que je vais aller faire un tour au nom de la bibliothèque François Hertel. J'essaie toujours d'y aller au moins une journée pour aller voir les nouveautés. Parce que vous savez, les nouveautés qu'on reçoit quand on fait nos achats à la bibliothèque, en numérique, je vous dirais que c'est à peu près à peine 50% de ce qui sort qu'on voit. Alors, il n'y a rien de mieux que se déplacer dans les librairies et dans les salons du livre pour aller les voir, ces nouveautés-là. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un paquet de trucs qu'on ne voit pas passer. Alors, un bon libraire, c'est un moteur de recherche avec du cœur. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des bons libraires qui tournent autour de moi. Alors, et là, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis surtout, bonne BD. Alors, allez vous sortir Bug, lire ça. C'est super bien. Puis Tango également, 2 belles lectures que je vous propose. Vous m'en direz des nouvelles si vous les avez lues. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, j'attends s'il y a des gens qui veulent faire l'expérience. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Bye!